À l'écoute de Congo Live 11, la radio de la communauté, nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2017. Meilleurs vœux à tous nos invités, notamment Aristide Mobébissi depuis la France, Guy Rodrigue également en France là-bas, Flavier Serge depuis le Colorado et moi, Jean Lewis. Salut, chers amis. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous et meilleurs vœux à tout le monde. Meilleurs vœux à tout le monde. Merci. Hello, John Lewis. Good evening. Good Happy evening. New Year. Happy New Year. I'm so happy to see you. Okay, thanks, me too. No problem. Alors, mon bébé, ici, aujourd'hui, c'est en anglais maintenant. Ça, c'est bien ça. Alors, nous ouvrons l'année 2016-2017, j'allais dire, avec une toute petite rétrospective sur le voyage de Denis Sassou Nguesso aux USA. Alors, comme tout le monde le sait, on n'a plus besoin de revenir sur les détails, mais ce voyage s'est soldé par un échec. Alors, Aristide Mobébissi, vous avez consacré beaucoup de posts là-dessus sur votre Facebook. Est-ce que vous pouvez succinctement revenir sur ce voyage de M. Denis Sassou Nguesso? À qui la faute? Bon, la faute, comme l'a dit M. Akwala dans un tweet, les responsabilités doivent être assumées. Denis Sassou Nguesso, d'après nos sources, il n'était pas invité aux États-Unis. Celui qui était invité allait à... C'était un dîner de M. Trump qu'il organise chaque fin de l'année à la Fondation Trump. C'était la fondation Perspective d'avenir de son fils, Denis Christel Sassou Nguesso. Mais comme ils avaient eu l'information que Trump devait être là, ils ont profité par la même occasion afin que son père puisse représenter sa fondation. Malheureusement, ils en ont fait du bruit. Vous connaissez très bien les Occidentaux, ils n'aiment pas le bruit, ils aiment bien travailler dans le calme. Et M. Denis Sassou Nguesso, il a échoué. Et sur sa visite, sur la rencontre avec Trump. Donc, vous connaissez tout ce que ça a créé, les mois que ça a créé au niveau de Brazzaville. Et même, il y a certains du gouvernement qui demandent qu'il faudrait qu'il puisse avoir des sanctions. Pour une fois que M. Denis Sassou Nguesso, après 60 ans, qu'il essaye de sanctionner. Mais nous savons très bien qu'il ne sanctionne personne parce qu'il travaille avec son directeur de cabinet. C'est son beau-père. Et celle qui s'occupe de la communication, c'est sa fille. Et de l'autre côté, là-bas du pétrole, c'est son fils. Et c'est des cousins, c'est des oncles, c'est ceci, c'est cela. Donc voilà, il peut sanctionner personne. Malheureusement, nous allons encore vivre le même spectacle de désolation. Mais oui, mais c'est Aristide Mobébissi, cette information était officielle et nous avons donc suivi au journal de Télé Congo de 20h que le président effectuait un voyage officiel aux USA où il devrait rencontrer le président élu, donc président-elect comme on l'appelle ici. Alors ce n'était pas une rumeur, ce n'est pas qu'il se mettait dans les bagages, notamment de son fils. Non, est-ce que vous confirmez que ce voyage n'était pas préparé comme tel? Mais le voyage n'était pas préparé. Nous connaissons très bien comment est-ce qu'on prépare un voyage officiel. Nous savons très bien comment est-ce qu'on prépare le voyage officiel. C'est pas du jour au lendemain, vous pliez les bagages, vous partez. Le protocole était où? Le protocole était où? Le protocole était aux États-Unis avant. Pardon? Le Sherpa n'était pas aux États-Unis, hein, parce que quand c'est comme ça, il y a toujours un Sherpa qui précède pour organiser toute. Oui, mais c'est ce qu'on appelle le protocole. Guy, Voilà, Guy, vous aurez la parole. Je suis. Oui. Le protocole était où? Ceux qui précèdent la délégation présidentielle. Ils étaient où? L'ambassade était où? Vous imaginez un peu cette honte nationale, voire mondiale? Même aujourd'hui, j'ai lu encore dans un journal chinois, il critiquait M. Denis Sassou Nguesso. Alors, Denis Sassou Nguesso doit changer sa façon de faire. C'est ça le problème. Alors, avant d'en arriver aux sanctions, notamment aux remarques sur cet échec, alors, monsieur Guy Rodrigue, vous êtes en France avec donc notre frère Aristide Mobébissi. Ce voyage, j'imagine qu'il était préparé puisque le directeur de cabinet du président de la République a signé une note dans laquelle il mentionnait effectivement ce voyage. Alors, ça veut dire que tout cela venait du protocole. Guy Rodrigue. Oui, mais monsieur Jean-Louis, vous savez un peu ça est géré le Congo aujourd'hui. C'est un peu une épicerie, quoi. Voilà. Il peut prendre une note, monsieur Aïssa peut prendre sa note qu'ils imposent à Télé Congo, qui eux ne vérifient jamais les informations, ils publient. Donc, ce que Judas Mayela
a publié comme information sur Télé Congo, comme quoi que non, mais que le président allait aux États-Unis signé par M. Ayessa. Bien sûr que ça a été signé par M. Ayessa, oui, mais de l'autre côté, aux États-Unis, rien n'était préparé. Comme le disait, peut-être pour corroborer ce que me disait M. Mouevissi, c'est qu'il voulait se mettre un peu dans les bagages de son fils pour aller serrer la main à M. Trump et dire surtout que non, on y était. On a fait la photo avec lui. Et le monde nous connaît. C'est surtout ça, en fait. L'objectif, c'était de dire aux gens au Congo, et même le lundi, dans les bureaux, ça se disait, il fallait serrer la main de M. Trump, dire que non, le monde nous connaît. Le monde nous reconnaît. Et dès lors que ça partait de cette mauvaise idée, finalement, d'aller seulement serrer la main, c'était même pas la Libye qui était en jeu, en fait. C'était surtout serrer la main de M. Trump et dire que non, que le monde nous connaît. Et nous sommes le président du Congo, alors que tout le monde sait que Sassou n'est pas président du Congo. Il est juste un chef d'État qui dirige un État, mais il n'est pas le président du Congo qui a été élu par les Congolais le 20 mars dernier. Voilà. Donc, tout ça, pour moi, c'est une honte pour mon pays. Hein. Alors, Serge Flavier, oui. Serge Flavier, est-ce qu'on peut parler donc d'amateurisme au niveau de cette présidence de la République, notamment de la direction du protocole? Oui, merci, monsieur Jean Lewis. Et je vais remercier mes prédécesseurs, mes frères qui m'ont précédé dans l'examen de ce dossier du voyage de monsieur Denis Sassou Nguesso aux USA. Dans votre question, vous me demandez s'il s'agit de l'amateurisme de la part de ceux qui gèrent le pays en Pila. Je crois que on ne se poserait plus de questions à ce niveau. Hein. Nous sommes bien en face ou en présence d'un cas avéré d'amateurisme dans la gestion d'un pays au haut niveau. Peu importe la présidence qu'il assure aujourd'hui, qu'il soit président légitime ou illégitime, président contesté ou accepté par son peuple, il est de fait l'autorité qui dirige le pays. Je dis de fait, il est l'autorité qui dirige le pays. Donc tous les actes posés par M. Denis Sassou Nguesso ou par son cabinet ou son gouvernement, ce sont des actes qui engagent le Congo et ce sont des actes qui peuvent soit faire honneur au pays ou déshonorer le pays. Et pour le cas de ce voyage aux USA, ça a été un cas qui déshonore notre pays. Et je peux vous dire, je suis de la génération des années 70, de mémoire de Congolais et d'Africains. Je n'ai jamais vu un chef d'État africain ou un leader africain de haut niveau infliger au continent tout entier la honte que M. Denis Sassou Nguesso vient d'infliger à la fois au Congo et à l'Afrique à travers ce fiasco des États-Unis. Je ne maîtrise pas les dessous de ce voyage dans sa phase préparatoire. Les informations qui nous reviennent font état de ce que le pouvoir de Mpila aurait même versé des centaines de milliers de dollars à la fondation Trump pour obtenir une réception par M. Donald Trump, le président élu des États-Unis. Tout porte à croire que ce qui importe pour M. Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas la bonne marche de son pays, ce n'est pas la paix dans ce pays, ce n'est pas la quiétude des populations congolaises, ce n'est pas la résolution des problèmes sociaux, mais c'est beaucoup plus s'offrir un nouveau pseudonyme qui viendrait s'ajouter à toute la kyrielle des sobriquets ou pseudonymes qu'il porte déjà. Il semblerait que M. Sassou Nguesso a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres de Brazzaville à Washington, New York, Miami, Palm Beach, uniquement à la recherche du sobriquet de premier président africain à être reçu par M. Donald Trump. C'est triste, c'est désolant, c'est révoltant pour les Congolais que nous sommes, et c'est lamentable pour le pays et pour l'Afrique. Et donc, je pense qu'il y a des sérieux problèmes dans le fonctionnement du pays au niveau du Congo. Si jamais ces autorités devaient rester en place pour quelques années encore, je pense qu'il est temps que les leçons de ces échecs soient tirées de façon objective et réaliste et que ceux qui ont une parcelle de responsabilité pour sanctionner puissent exercer cette autorité afin de sanctionner. J'ai suivi notre frère Moubébissi qui a fait mention d'un tweet de M. Alain Akwala
Je pense qu'il l'a fait parce qu'il n'est pas impliqué dans ce fiasco directement. Mais je pense que lui non plus n'est pas exempt de critiques ou de griefs. Et pour terminer, il me semble que M. Denis Sassou Nguesso, qui a prôné la rupture, qui maintenant prône la vérité, et je ne sais pas quel autre concept il a soulevé, on va certainement en parler dans les prochaines minutes, devrait tirer toutes les conséquences de cet échec, de cette humiliation de toute sa carrière. Je pense que c'est la plus grosse humiliation de toute sa carrière. Et tirant ces conséquences, je crois qu'il est temps de sanctionner les responsables, notamment M. Ayessa, M. Mongala, M. Gakoso, qui, même déjà empêtrés dans l'échec, continuaient à défendre ce voyage et cette espèce de, je vais dire, de blague. Je vous remercie. Voilà, merci Flavier, vous avez donc anticipé sur la suite. Alors, Aristide Mobébissi, je reviens à vous. Vous avez donc proposé des sanctions à l'encontre de ceux qui ont ou auraient organisé ce voyage. Avez-vous des noms? Bon, moi, les noms, tu sais, je ne les cite pas, vu que ça fait un moment, à chaque fois, il y a des traîneurs, des procès à gauche. Vous craignez des poursuites judiciaires? Non, des poursuites, je ne les crains pas, parce que ce que je fais, c'est noble. Donc, même s'ils me poursuivent aujourd'hui, bon, les poursuites, ça, je m'en fous. Mais c'est plutôt, M. Denis Sassou Nguesso doit apprendre à sanctionner. Mais il ne peut pas sanctionner. Dis-moi, il va sanctionner qui? Ayessa, c'est son beau-père. Il va sanctionner qui? Gakoso, mais c'est un des piliers de leur temple maçonnique du Congo-Brazzaville. Il va sanctionner qui? Mongala? Je ne pense pas. Parce que laisse sanctionner un monsieur comme Mongala, c'est fabriquer un autre Jacques Soukouya. C'est pas, il sanctionnera personne. Et comme d'habitude, nous savons, il y a des gens qui volent, qui dilapident des fortunes au Congo-Brazzaville. Ils n'ont jamais été inquiétés. Donc voilà, même avec cette honte, il ne fera rien. Il ne fera rien. Alors, donc, à toi, Guy, c'est quoi? C'est cette culture de l'impunité qui fait école ou qui s'applique? Mais oui, qui s'applique tout simplement parce qu'on sait ce que c'est que le Congo. Même dernièrement, on a vu le recensement des fonctionnaires dans le pays. On sait bien comment ça fonctionne au Congo. On ne punit jamais. Même là, la dernière, la ministre de la Santé qui a quand même surpris les directeurs centraux mettre la main sur des produits pour les citoyens du Congo, ils n'ont jamais été sanctionnés. Ils ont simplement été mis à l'écart. Donc, une fois de plus encore, Sassou, je ne m'attends pas à grand-chose de cet échec. Ils ne vont sanctionner personne parce que, comme le disait Mobébissi, M. Ayessa, c'est son beau-père, c'est la famille. M. Ngakoso, c'est un ami de longue date, c'est aussi un ami de lutte de la guerre de 97. M. Mongala, même s'il n'est pas du pouvoir, mais il est au pouvoir avec eux. Voilà, donc, je ne m'attends pas à grand-chose. Voilà, ça va continuer ainsi. Moi, ce que je vais continuer à faire, c'est me battre contre ce système qui est inique, qui fait du mal à notre pays, qui fait du mal, pas seulement à notre pays, mais à l'Afrique tout entière. Parce que c'est une honte, comme le disait Flavien, c'est une honte pour l'Afrique, ce qui s'est passé là. Parce que pour le nombre d'années que ça soit au pouvoir, son simple non seulement devait servir de porte d'entrée, de clé d'entrée partout. On entendait que M. Sassou est là, on le recevait. Mais or là, même sur place, ils ont tout fait, mais vraiment tout fait pour rentrer seulement dans le dîner de l'association de M. Trump, mais ils n'ont pas été reçus. Tout simplement que M. Sassou, aujourd'hui, il doit laisser le pays être dirigé par une autre génération, par d'autres autorités, par des Congolais élus, par des Congolais, pour faire honneur à notre pays. Parce que là, notre pays est au plus bas et je pense que ça suffit. Ça suffit. Voilà, donc ceci nous permet d'aborder la deuxième partie de cet entretien. Je rappelle que nous recevons à ce micro de la parole la communauté Aristide Mobébissi, Guy Rodrigue, Serge Flavier et moi-même, Jean Lewis. Alors, parlons du discours du président Denis Sassou Nguesso, donc de son message à la nation. D'abord, je vous informe qu'il a ouvert, donc mis l'accent dans son propos introductif sur une pensée pour l'armée, donc notamment les militaires. Serge Flavier.
Bien, merci beaucoup. Avant de répondre à votre question sur le message à la nation de M. Denis Sassou Nguesso, le message des vœux du 31 décembre dernier, je voudrais ajouter un dernier élément au premier dossier que nous avons traité, celui du voyage aux États-Unis. Ce que je voudrais ajouter, c'est juste féliciter la diaspora congolaise, celle des États-Unis, du Canada, donc la diaspora congolaise en Amérique du Nord, et celle de l'Europe qui, pour une fois, ont travaillé en synergie pour faire ce qu'ils pouvaient faire afin de faire échouer ce voyage de M. Sassou aux États-Unis, parce que M. Sassou, être reçu par Donald Trump serait la plus grosse claque que l'opposition congolaise aurait reçue, surtout celle en exil. Et nous savons tous que le pouvoir de Brazzaville actuellement a un problème de légitimité. Donc, ils sont à la recherche des occasions, des opportunités pour montrer à la face du monde qu'ils sont reconnus, qu'ils ont la légitimité nationale et internationale. Et donc, en faisant le tout pour le tout, afin d'être reçu par M. Donald Trump, le chef de ce régime, M. Sassou Nguesso, était à la recherche d'une preuve supplémentaire de sa prétendue légitimité sur le plan international. Et donc, je crois que c'est un coup de chapeau que nous devons tirer à cette diaspora qui a beaucoup travaillé. J'ai pas mal d'informations là-dessus. Nous qui vivons aux États-Unis, nous connaissons aussi le président élu, M. Donald Trump. C'est un homme qui sait rompre avec les traditions même les plus sacrées de la gestion du pouvoir aux USA. Et donc, si la diaspora était restée silencieuse et inactive, je peux parier que le chef du régime de Brazzaville aurait pu être reçu par Donald Trump. C'est effectivement l'action conjuguée de ces diasporas installées ici en Amérique du Nord et en Europe. Cette action a permis d'éclairer M. Trump et ses équipes sur la réalité de la situation politique du Congo, sur le rôle de M. Denis Sassou Nguesso et de son régime dans les malheurs que vivent les Congolais, et aussi sur le problème de légitimité qu'a ce régime, du fait que ce régime est issu d'une élection qui a été truquée. Et donc, tout ce travail de la diaspora a permis à M. Trump de faire, comme qui dirait, ouvrir les yeux, mieux cerner son interlocuteur et être emmené à prendre la décision de ne plus le recevoir. Et donc, je crois qu'il était important de relever cette action fructueuse de la diaspora et aussi de les féliciter pour tout ce qu'ils ont fait, pour tous ceux qui ont activement travaillé à l'échec de ce voyage. Alors, maintenant, pour tomber à votre question. Voilà, il a fait la part belle à l'armée. Alors, qu'en est-il? Voilà, c'est juste pour un complément, hein, M. Lewis. Nous avons évacué cette question, monsieur. Voilà. Oui, mais juste un complément de propos en fait, par rapport à ce que disait M. Flavien. Cet échec-là doit être aussi un acte fondateur pour le travail de la diaspora dans la lutte pour cette année et pour les années à venir. Parce que là, en Europe, en France notamment, il y aura une élection présidentielle, donc une élection majeure. Aux États-Unis, ça a changé. Donc, on doit travailler ensemble, l'Europe et les États-Unis ensemble, pour se battre contre le régime de Brazzaville. Voilà, c'est à vous. Oui, mais donc, John... Non, c'est Flavier. Nous faisons le tour. Flavier sur le discours du président. Il aurait fait la part belle. Okay, ben sur ce discours de fin d'année, ce message de vœux de M. Denis Sassou Nguesso au peuple congolais, vous auriez voulu que je donne un avis sur le fait qu'il ait mis un accent sur le rôle de la force publique. Ben, je ne suis pas au pays, certes, mais j'ai des informations presque tous les jours qui font état de ce qu'au Congo, la force publique en tant que telle n'existerait plus ou ne serait plus une force publique républicaine. On aurait affaire à des écuries dans l'armée ou des milices qui sont au service du régime de Brazzaville. Un régime dont les fondements politiques sont connus de tous et sont de nature, sont sujettes à contestation. Alors, magnifier le rôle de cette armée, pour M. Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas surprenant. Connaissons ce qui se passe dans le pool. Ça serait le résultat d'un simulacre d'attaque
organisé le 4 avril pour détourner l'attention du monde entier, de la Cour constitutionnelle qui était en train de valider une élection truquée, pour shifter cette attention vers Bakongo et Makelekele, où il y aurait une prétendue attaque des ninjas. Et depuis là, le pool est plongé dans une situation que nous connaissons, qui est déplorable. Les gens y perdent leur vie, qu'il s'agisse des populations civiles du pool, des pauvres populations sans défense, qu'il s'agisse des éléments donc de cette armée congolaise qui partent trouver la mort là-bas, et pour la plupart, c'est des jeunes gens qui seraient même en cours de formation pour beaucoup d'entre eux, qu'on envoie au front. Vous comprenez que pour le chef du régime de Brazzaville, il trouve que ce qui se passe au pool est normal, que ce qui se passe au pool est légitime, et donc les éléments de l'armée qui y trouvent la mort sont des héros. Ça, c'est dans sa conception. Et donc, je ne suis pas surpris de ce message et des termes de ce message pour ce volet militaire. Maintenant, ce que je peux dire en tant que fils du Congo, c'est tout à fait déplorable et inacceptable que la situation du pool puisse perdurer. J'ai entendu les gens dire que M. Sassou est un leader qui a une vision pour le développement du Congo. On ne développe pas un pays dans l'anarchie. On ne développe pas un pays dans des manipulations. On ne développe pas un pays en allant faire le siège d'une région, mais alors une région clé dans le dispositif national, où on massacre les populations, selon nos informations, où on envoie des hélicoptères pour bombarder à l'aveugle. On ne peut pas avoir une vision pour le développement de son pays et agir de cette manière. On ne peut pas non plus aller aux États-Unis avec sur son dos une espèce de panneau qui dit qu'on est responsable du comité de haut niveau de l'Union africaine pour résoudre le conflit libyen, lorsqu'on n'est pas capable de résoudre le conflit qu'on a soi-même créé dans son pays. Et donc, ce message de fin d'année, pour parler de ce volet précis, je crois qu'il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien qui reflète la vision ou la conception d'un dirigeant qui a une vision pour le développement de son pays, d'un dirigeant sérieux, sincère et qui veut du bien-être de son pays. Alors, voilà ce que je pourrais dire. Alors, Aristide Mobebisi, au regard de ce que vous publiez tous les jours, notamment les posts sur les exactions dans le pool et dans tout le pays, est-ce que vous pensez qu'on peut parler de neutralité quand on apprécie l'action de cette armée congolaise, Mobebisi? Bon, déjà, c'est même pas une armée que nous avons aujourd'hui. C'est pas une armée républicaine. C'est une milice. C'est une milice que nous avons au Congo. Parce que la preuve en est, plus de la moitié des effectifs de l'armée aujourd'hui, ce sont les gens de la cuvette. Les officiers supérieurs d'autres régions ou d'autres ethnies ont été mis au placard. Ça, nous le savons très bien. S'il y a 50 généraux au Congo-Brazzaville, plus de la moitié, c'est les gens de la cuvette. Donc, nous n'avons pas une armée, nous avons une milice au Congo-Brazzaville. Bon, en ce qui concerne le pool, ou le message de M. Denis Sassou Nguesso à la nation, moi, j'en rigole. Ça me fait penser au pape qui endort la masse. Ça me fait penser au pape. Il nous parle de la rigueur et de la vérité. Mais quand j'étais gamin à l'époque, en 1987, si j'ai une bonne mémoire, il parlait de quoi? L'agriculture, priorité de priorité. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens meurent de faim au Congo-Brazzaville. Les gens vivent avec moins de $1 au Congo-Brazzaville. Vous imaginez? Et avec comme ça, on veut s'éterniser au pouvoir pour faire quoi? Rien du tout. Juste avoir peur de la justice, d'affronter la justice, avoir peur d'affronter les victimes de tout ce qu'il a eu à commettre, les massacres par rapport à son régime. Donc ça, quand je vois ce message-là, la majorité de 92% des Congolais, ça compte pas. On sait que c'est une messe pour divertir les gens, pour essayer un peu de monter, monter les uns contre les autres, monter telle contre telle ethnie. Nous sommes les meilleurs, nous sommes ceci, nous sommes cela. Est-ce que M. Denis Sassou Nguesso, en 60 ans de carrière politique, il a déjà fait un débat? La réponse est non. Il n'a jamais débattu. Il a déjà dit quelque chose de bien pour le Congo, pour la nation tout entière? La réponse est non. Donc ce message-là, pour 92% des Congolais,
ne compte pas. Bien au contraire, pour les 8% qui le soutiennent, oui, c'est un grand message. Il a donné des grandes lignes pour sa politique, mais le résultat sur le terrain, il est zéro, il est médiocre, il est catastrophique même, s'il faut le dire ainsi. Le 25 décembre, il y a eu une pluie au Congo. Quand il y a une pluie au Congo, toutes les routes partent. Il n'y a plus rien. Au moins de problèmes, même à l'hôpital, il n'y a même pas de Kinimax, il n'y a rien, zéro. Mais pourquoi faire de grands discours pour la nation? Pour faire quoi? Quelle nation? On n'a pas une nation. Ça, c'est plus une nation, le Congo. C'est maintenant un village. C'est un village, John Lewis. Alors, donc, Guy, à toi maintenant, pensez-vous que vous pouvez toujours prendre la parole chaque fois que vous estimez que vous avez quelque chose à ajouter? Guy, dans quelle mesure vous pensez que cette armée peut se ressaisir? Mais une fois de plus, en fait, est-ce que l'armée congolaise peut se ressaisir encore? Moi, j'aurais voulu que Sassou nous parle il y a peut-être 2 ans, quand on parlait de Kimongo, quand il fallait défendre la nation contre les Angolais. Moi, j'aurais bien voulu qu'on nous magnifie l'armée congolaise qui fait des exploits. Mais là, ce jour-là, tous les généraux étaient à Brazzaville. Hein, ils étaient dans leur château, peut-être avec les petites filles de Brazzaville, en train de faire ce qu'on sait. Aller se battre. C'est une honte, en fait. Moi, j'ai honte contre l'armée. C'est même pas une armée, en fait. Je l'appelle comme c'est une milice. Contre la milice congolaise qui se bat contre une région. Est-ce qu'on peut... Ça fait quand même 9 mois qu'on parle de la guerre du Poule. Qu'est-ce que l'armée a eu à faire? On nous dit qu'il y a eu plus de 50 morts des jeunes soldats, pour la plupart de la cuvette ouest. Est-ce que c'est de cette armée-là dont on parle? Et c'est de cela qu'il parlait? Non. Pour moi, c'est pas une armée. L'armée congolaise n'existe plus. C'est juste une milice qui est au service du pouvoir pour protéger le pouvoir. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'armée congolaise. C'était plutôt, voilà, c'était bon. C'était pour nous faire, c'est une parodie, c'est des blagues de Sassou. Chaque 31 décembre, il nous ressort des petites choses comme ça, oui. On magnifie l'armée, mais quelle armée? On parle de quoi? Non. Le grand chef de l'armée congolaise est en prison, M. le général Mokoko. Donc, s'il voulait nous parler de l'armée congolaise, mais qu'on nous parle des vrais généraux. Et ces généraux-là, ils sont où? Bah, ils sont chez eux. Ils sont en train de regarder le pays tomber comme ça en lambeaux. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux, les Oko et tous les autres, ils sont là tout simplement pour sauvegarder le pouvoir. Ils se battent pour le pouvoir de leurs amis, de leur père, de je ne sais pas de qui, mais le pouvoir de ça tout simplement. Mais ce n'est pas une armée qui me représente moi en tant que Congolais, non. Non, mais ce n'est pas une armée républicaine au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le jour où Sassou partira, il faut restructurer l'armée. Exactement. On doit avoir une armée républicaine et non une armée ethnique. Voilà. Regardez tous les généraux. Et nous savions tous les généraux qui sont au Congo. Les généraux, quand tu prends la police, c'est Ndengue, tu prends un tel, c'est un tel, tu prends un tel, c'est le cousin, l'autre, c'est le fils à la grand-mère, c'est le cousin, c'est l'oncle, c'est ceci. Voilà, ça, c'est pas une armée. C'est une milice tribale, s'il faut le dire ainsi. Et M. Jean Lewis ou M. Flavien, vous savez quand même, quand nous étions petits dans les années 80, 85 jusqu'à 90, ce que c'était l'armée congolaise. On parlait des grands généraux de ce qu'ils faisaient. Et aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Voilà. Oui, mais comment refaire la balance? Parce qu'on constate que dans cette armée, il y a beaucoup plus, les statistiques sont claires, il y a beaucoup plus de généraux du Nord, j'allais dire, d'une même ethnie que... mais Jean-Louis, mais tout ça, c'est le système. Moi, quand on a participé pour la campagne du général Mokoko, on parlait de 3 R. Donc, réhabiliter le Congo, ça faisait partie du programme du général Mokoko. Et réhabiliter le Congo passera aussi par réhabiliter les institutions du Congo, l'armée congolaise. Aujourd'hui, avec le système Sassou, il n'y a pas grand-chose à attendre. Sinon, les Congolais doivent continuer à se battre pour que le système Sassou parte. C'est tout un système. Donc, on ne peut pas nous dire, comme là, entre-temps, qu'on nous parlait que non, mais qu'il y avait un recensement des fonctionnaires au Congo. Moi, je rigolais bien. Je me dis, tiens, mais avec le même système, on peut tout faire. Kolela, il est à l'opposition aujourd'hui, mais Kolela, quand il était ministre, il fait bien le recensement. Est-ce qu'ils se sont servis des statistiques qu'ils avaient autrefois établies? Non. Ils ont refait encore une autre chose. Donc, l'armée congolaise, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à attendre, sinon, pour les Congolais, nous autres,
se battre pour que le système Sassou parte et que reconstruise le pays. Alors, Serge, Oui, monsieur. oui. Oui, monsieur Lewis, je voudrais ajouter un petit chose à ce que venait de dire monsieur Guy. Nous avons une situation dans laquelle le pays est dirigé par un clan. C'est un système qui est là depuis 32 ans, qui a connu une simple petite parenthèse de 5 ans de Pascal Lissouba, donc une petite interruption de 5 ans. Mais pendant 32 ans, c'est le même système que nous connaissons, avec le même chef. Ce qu'on n'a pas pu faire pendant 32 ans, ce n'est pas en 4 ans qu'on peut le faire. Ce n'est pas en une année qu'on peut le faire. Donc, rêver d'un rééquilibrage des choses dans l'armée congolaise, c'est faire un gros cauchemar qui va jamais se réaliser, ou s'il se réalise, c'est pour nous envoyer tous en enfer. Mes prédécesseurs l'ont bien démontré, c'est une armée qui n'est pas républicaine, c'est une armée où tout le haut commandement est dirigé par les fils d'une même région. En ce moment-là, on ne parle plus d'unité nationale au Congo, on ne parle plus de la lutte contre le tribalisme au Congo ou contre le régionalisme. Ces vices, ces antivaleurs sont institutionnalisés, sont institués en mode de gouvernance. Donc, je ne vois pas par quel miracle ce régime va, de but en blanc, inverser la tendance et rééquilibrer les choses. La solution me paraît simple à deviner, et c'est ce que venait de dire mon prédécesseur. Il faudrait que le Congo parvienne, que les Congolais parviennent à se séparer de ce régime. C'est le départ de tout le régime qui permettra à la nation congolaise de se refonder. Et c'est dans cette refondation de la nation congolaise qu'on pourra envisager la refondation de l'armée, la refondation de la justice, la refondation de tout le système de gestion et de fonctionnement du pays. Sans cela, moi personnellement, je ne vous accompagnerai pas dans ce cauchemar de voir les choses être rééquilibrées avant la fin de ce régime. Mais je crois que les Congolais sont lucides sur ce point. La personne ne va jamais accompagner, même à Brazzaville, dans les rues de Brazzaville, tout le monde le sait. Quand on parle de l'armée qui se bat dans le pool, ils disent non, c'est une petite milice de Sassou qui se bat là-bas. Et même, on a vu, pendant qu'il y avait l'enterrement des militaires, des jeunes morts dans le pool, est-ce que le pays s'était uni derrière Sassou? Non. Les gens rigolaient. Les gens disaient, bof, bah voilà, ils sont allés mourir là-bas, mais c'est de leur faute. Donc moi, quand j'entends ça, quand un fils de pays meurt sur un champ de guerre et qu'il ne le fasse pas pour le pays, je dis, tiens, mais ça me fait mal pour le pays. Donc, pour moi, c'est un système, voilà. Il faut se battre tout simplement contre le système Sassou, le départ du système de Sassou voudra dire pour le pays la refondation de la République. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, nous allons passer à un autre aspect du message à la nation de M. Denis Sassou Nguesso, notamment l'aspect économique. Et le président Denis Sassou Nguesso a abordé la question du train de vie de l'État. Il parlait de la réduction, de la réduction du train de vie de l'État. Mais Aristide Mobébissi, nous avons vu que certains ministres, notamment l'année dernière, se plaisaient. Donc, on fait beaucoup de voyages à Paris, de somptueuses villas ou hôtels, des dépenses faramineuses. Est-ce que vous pensez que si en 2016, ils se sont comportés de cette manière et qu'ils n'ont jamais été sanctionnés, vous croyez qu'ils vont changer en 2017, Aristide? Je ne pense pas qu'ils vont changer. Déjà, il parle de train de vie de l'État. Déjà, lui-même, est-ce qu'il a déjà réduit son train de vie? La réponse est non. Est-ce que lui-même, le train de vie de ses enfants, il ne le voit pas? Non. Il y a quelque temps, il a fait perquisitionner la maison de Bouya. Il a fait perquisitionner la maison de Doukaï. Mais pourquoi il n'a pas perquisitionné chez ses enfants? Il a récupéré de l'argent en espèces. Pourquoi il n'a pas perquisitionné chez ses enfants? Donc, quand tu parles de train de vie de l'État, mais c'est faux. Ça, c'est encore, on va essayer un peu de découper à gauche, à droite. Bon, les ministres qui sont faibles, on va essayer un peu de leur récupérer quelques pourcentages de leur salaire. Mais sinon, c'est faux. Depuis, quand le pétrole était à 135, voire 150 € le baril,
pourquoi ils n'avaient pas réduit le train de l'État? Ils ont mis, il paraît, des milliards pour les générations futures. Où sont les milliards sont où? Le ministre dit autre chose, le président dit autre chose pendant la campagne. Souvenez-vous. Donc, nous sommes toujours dans la confusion totale. Donc, quand on me parle de la réduction du train de vie, mais c'est faux. Ceux qui commandent des berlines à chaque fois, ils roulent en Mercedes, ils roulent en Peugeot, ils roulent en ceci. Et lui-même, déjà, le président, il roule en Maybach. Est-ce qu'un président digne de ce nom, d'un pays du tiers-monde, là où plus de la moitié de la population vit avec moins de $1 par jour, peut rouler en Maybach? Maybach, c'est la marque de luxe de Mercedes. Et il a une berline qui coûte plus d'1 million d'euros. Vous imaginez? Lui-même, M. Denis Sassou Nguesso, il confectionne ses chemises qui coûtent 20 000 euros la pièce, ici à Paris. Donc, il commence déjà à arrêter ses dépenses à lui-même. Quand il quitte, comment s'appelle le Congo pour venir en France, lui, M. Denis Sassou Nguesso, sa nourriture, l'eau qu'il boit, le lait, il achète tout à Paris. Ses vêtements à lui, c'est lavé où? À Paris. Les vêtements de sa famille, c'est lavé où? À Paris. Donc, qui se moque de qui? Qui se moque de qui? Donc, arrêtons un peu avec ce cinéma-là, qu'à chaque fois, qu'on nous prenne pour des gamins, qu'on doit nous endormir à chaque fois. La réponse est non. Réduire le train de vie de l'État. Mais c'est encore une blague, ça. C'est encore une blague. Mais voilà. Alors, avec vous, Serge Flavier, je vais commencer par vous et redescendre. Alors, on parle de 2017. Le président a voulu être honnête avec nous. Il a dit que 2017 sera encore plus difficile. Alors donc, il semble rejoindre l'opposition, non? Non, je ne pense pas, M. Jean Lewis. Il ne semble pas rejoindre l'opposition. Lorsque vous suivez ce discours du 31 décembre 2016, il n'est pas différent du discours précédent que nous avons tous suivi, que ce soit 2015, 2014, vous pouvez repartir des décennies en arrière. J'ai comme l'impression que c'est le même plat qu'on a mis dans un congélateur, qu'on sort chaque 31 décembre, qu'on réchauffe et auquel on ajoute quelques ingrédients pour dire à ses invités qui sont à table que c'est quelque chose de nouveau. Alors que c'est le même plat de sakasaka qu'on a mis au congélateur, qu'on réchauffe chaque 31 décembre. Si cette année, on y a ajouté du riz, comme pour accompagner, l'année suivante, on va y ajouter du manioc. Un peu plus tard, on va y ajouter des tubercules de manioc. Ou après, on va y mettre un peu, je vais dire, du haricot. C'est le même plat. Il n'y a rien de différent dans le fond. Alors, M. Denis Sassou Nguesso qui parle de rigueur, qui parle de vérité. Depuis quand a-t-il été rigoureux? D'abord avec lui-même, avec son entourage, pour qu'il commence aujourd'hui à parler de rigueur pour le reste du pays. Je vais vous donner un petit exemple. M. Moubébissi l'a dit, le train de vie dont on parle, lorsque vous menez une étude approfondie sur le fonctionnement des services publics de notre pays, le Congo, vous conviendrez avec moi que ce qui pose problème, ce n'est pas le train de vie de l'État en tant qu'ensemble des institutions et des services publics. Parce que les services publics du Congo sont aujourd'hui en train de travailler dans la précarité. Ces services publics sont en pleine déliquescence. Le train de vie qui pose problème aux finances publiques du pays, c'est le train de vie des barons du régime de Mpila. Et donc, M. Sassou devrait commencer d'abord par assainir, sinon réduire le train de vie des barons de son régime, en tête duquel lui-même, M. Sassou. Vous parlez de rigueur pour citer M. Sassou dans son discours. J'ai juste à côté expressement mis le site internet de la présidence du Congo. Dans la biographie de M. Sassou, une biographie qui est affichée sur ce site internet depuis plus d'une décennie. Ça fera bientôt 2 décennies que cette biographie est affichée là. Je viens la lire et la relire chaque année pour voir s'il y a du changement. Il n'y en a pas. Écoutez ce qu'il dit ou ce que disent ces biographes. 1994-1996, non, avant cela. 1992-1994,
Poursuivi par les milices de Pascal Lissouba, Denis Sassou Nguesso s'installe dans son village d'Oyo, dans le nord du Congo. Novembre 1993, janvier 1994, première guerre civile du Congo. Pascal Lissouba attaque avec ses milices Bernard Kolela. Ça, c'est ce qui est écrit dans la biographie du président du Congo. Et c'est là depuis 2 décennies. Monsieur Sassou est-il rigoureux? Il sait que la partie qui parle de 92 à 94 est un grossier mensonge. Moi, j'étais au Congo à cette époque. Monsieur Sassou, ayant perdu les élections, s'est installé dans sa villa de Mpila. Il a reçu une garde de l'État congolais. Quelqu'un peut-il sur ce plateau me montrer preuve à l'appui que entre 92 et 94, M. Sassou Nguesso était poursuivi par les milices de Pascal Lissouba? Pascal Lissouba avait-il une milice en 1992, en 1993 et en 1994 qui aurait poursuivi M. Sassou Nguesso pour qu'il aille se réfugier à Oyo? Oui, c'est un mensonge grossier qui est mis dans la biographie officielle de M. Sassou Nguesso, président de la République du Congo. C'est le site officiel. Où est la rigueur de cet homme? Qui a écrit cette biographie? A-t-il été sanctionné, ce biographe? Pourquoi ce site internet continue à fonctionner? M. Sassou a-t-il eu le temps d'aller lire ce qui est écrit sur son site officiel? Ce site qui présente son image au monde entier. Voilà comment il est présenté, lui, M. Sassou. Un menteur. Puisque ça, c'est un mensonge grossier que tous les Congolais peuvent battre en brèche. À quel moment sera-t-il rigoureux? Et quels sont les actes qui témoignent de sa volonté de restaurer la rigueur dans la gestion du pays? Si lui-même s'est permis de se faire balader de Brazzaville à Palm Beach comme un gamin, comme à l'époque où il y avait des grands orchestres, quand ils venaient faire des concerts dans votre ville, si vous étiez un jeune garçon, vous n'avez pas de moyens pour accéder au concert, vous cherchez l'arbre le plus élevé qui est proche du lieu de concert et vous montez sur cet arbre pour jouer les ngembo. Et c'est ce que M. Denis Sassou Nguesso a offert comme spectacle. Est-il rigoureux avec lui-même? Est-il rigoureux avec son entourage? Non. Pourquoi veut-il continuer à mentir à son peuple et au monde entier? Hier, il nous a parlé de la lutte contre les antivaleurs dans un de ses discours réchauffés, ce même plat-là congelé qu'on a réchauffé. Avant-hier, il nous a parlé de la rupture. A-t-il fait le bilan de ces slogans pour se rendre compte si le pays a réellement réussi la lutte contre les antivaleurs, si le pays a réellement réussi le combat pour la rupture? Et aujourd'hui, il vient sortir un nouvel ingrédient qu'il ajoute à ce vieux plat congelé qu'il appelle la rigueur et la vérité. S'il n'y a pas eu rupture, s'il n'y a pas eu lutte contre les antivaleurs hier et avant-hier, il n'y aura pas rigueur au travail, il n'y aura pas vérité. Voilà ma conclusion sur ce point. Alors, à vous donc, Guy Rodrigue, parlant d'austérité, M. Denis Sassou Nguesso a cité parler de la crise de la sous-région Afrique centrale pour justifier justement les difficultés que nous connaissons. Est-ce que dans quelle mesure on peut relativiser ce point de vue? Parce qu'on constate que en Afrique centrale, il y a quand même des pays qui essaient des avancées sur le plan économique et social. Mais qu'est-ce qu'on a entendu il y a 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans aussi de cela en fait? Le gouvernement congolais nous disait qu'il diversifiait l'économie congolaise. Où nous en sommes aujourd'hui? Quels sont les fruits de la diversification de l'économie congolaise? La dernière fois, pendant la campagne électorale, quand on a vu Sassou passer sur Africa, je ne sais pas, quelque chose là. 24, je crois. Africa 24. Son ministre, un jour avant, nous avait dit qu'ils avaient mis de l'argent de côté pour pallier à ce genre de difficultés. Et lui, le lendemain, il dit que non, mais cet argent n'a jamais existé. Et même, je me rappelle de la fille qui appelait le Wesso quelque part là-bas, à qui il avait répondu, mais est-ce que cet argent-là, c'est pour toi? Non, c'est pour les générations futures. Mais quand moi, j'ai des enfants et que j'investis pour mes enfants, mais je fais qu'ils aient des bonnes écoles aujourd'hui. Je fais qu'ils
qui puissent manger et travailler pour qu'ils aient une vie décente dans leur futur. Et on ne va pas mettre, comme pouvaient le faire nos vieilles mamans dans les campagnes, prendre l'argent et aller mettre sous la terre et puis attendre je sais pas, que les meilleurs moments reviennent. Non, c'est un mensonge. Le Cameroun, qui est aussi similaire au Congo, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Parce que le Cameroun, ils ont fait quoi? Ils ont investi dans l'agriculture. Ils ont investi dans d'autres choses que nous. Nous, le pétrole, hein, mais le pétrole nous a rendus paresseux. Parce qu'on pense toujours que non, on espère toujours avoir un baril à $150 et que ça tombe comme ça, gratuitement, et après qu'on flambe et qu'on vienne à Paris, aux États-Unis, flamber, dire que, non, que le pays est bien géré avec l'argent. Nous-mêmes, on ne fait rien du tout. La rigueur dont il parle, si ça se veut être rigoureux avec nous-mêmes, à ce moment-là, ils arrêtent avec les évacuations sanitaires aux États-Unis, en France ou au Maroc. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur ce point-là? On sait aujourd'hui, là, le dernier petit ministre, là seulement, quand il a eu un petit bobo, il a été soigné où? À Paris, à l'hôpital américain. Et combien ça coûte? On nous dise. S'ils veulent vraiment être rigoureux. Mais c'est tout ça, c'est tous ces points-là sur lesquels on doit faire des économies. Tous ces ministres, je m'en fous de leur vie, mais on sait plus ou moins comment ça fonctionne à Brazzaville, avec toutes les femmes, avec tous les bureaux qu'ils gèrent. Mais tout ça aussi, c'est le budget de l'État. Le nombre de fonctionnaires. Qui connaît le nombre de fonctionnaires congolais aujourd'hui? Personne. La plupart, on a pas mal de fonctionnaires congolais qui touchent de l'argent au Congo, mais qui vivent à l'étranger ou qui ne travaillent plus, qui vivent aux États-Unis, chez vous là-bas, en France ici, on les connaît. S'ils voulaient vraiment faire de la rigueur, il fallait déjà, reconnaître le 20 mars dernier qu'il avait perdu les élections, parce que c'est ça aussi la rigueur, être rigoureux avec soi-même, dire que non, mais que je reconnais que le peuple m'a rejeté et je pars tranquillement. Ça s'est passé comme ça partout. Alors, au Ghana, le président a perdu des partis. oui. Au Bénin, le président est parti. Partout, ça se passe comme ça. Donc, si le Congo va être rigoureux et qu'il faut que ça soit déjà, qu'on revienne à l'esprit du 20 mars dernier, que ça se dise, je reconnais que j'ai perdu les élections et que maintenant, trouvons un moyen pour nous en sortir. Parce que c'est ça, aujourd'hui, le problème du Congo, c'est comment faire qu'on s'en sorte de la situation actuelle. On peut tout bricoler, on peut tout faire, rafistoler machin dans tous les sens, mais rien ne marchera si on ne revient pas à l'esprit du 20 mars et qu'aujourd'hui, les prisonniers politiques soient à l'extérieur, parce qu'on ne fait pas la politique en prison. Mokoko, qu'est-ce qu'il fait en prison aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il apporte Mokoko en prison aujourd'hui? Absolument rien. Si on veut faire la politique, il faut qu'on élise nos élus librement dans les institutions et qu'on palabre à l'africaine, qu'on discute du matin au soir et qu'on se dise la vérité. Et de là sortira la rigueur. Mais aujourd'hui, parler à rigueur, qu'on va faire la rigueur, ce qu'il n'a pas eu à faire en 32 ans de pouvoir, et le découvrir comme ça, comme par un esprit du Saint-Esprit qu'il faut faire la rigueur, c'est une grosse blague. Alors, Aristide Mobébissi, parlant toujours des difficultés que connaît le Congo, le président a replacé notre pays dans le cadre de la crise en Afrique centrale. Alors, nous constatons que dans le même temps, d'autres pays essaient de se débrouiller pas mal, non? Mais monsieur Jean-Ulysse, juste pour terminer. Je m'adresse à Aristide Mobébissi. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait depuis, juste avant, excusez-moi, monsieur Aristide, qu'est-ce qu'il a eu à faire depuis le 15 août à aujourd'hui? Le discours du 15 août à Madingo, il nous avait déjà parlé de la crise. Et qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui? Rien. Donc, tout ça, c'est une grosse blague. Vous pouvez aller, monsieur Aristide. Aristide? Ah, il nous a perdu. Voulez-vous que je vous rappelle la question? Est-ce que vous m'entendez? Alors, nous avons des problèmes avec Aristide qui a donc perdu le son. Essayez de revoir les paramètres. Oui, je pense. Mais voilà. Oui. Ouais, il faut qu'il revoie son micro, je pense, parce qu'il y a un moment où... Essayez de revoir votre micro. Là. Qui partait en mute, je pense. Alors, avec vous, Flavier, je reviens donc sur vous, cette question si importante. Le président replace le pays dans le contexte sous-régional. Il nous informe que la crise, elle est là, elle perdure. Dans ce cas, nous pouvons justifier les difficultés que nous connaissons à partir justement de cette crise-là.
sous-régional. Mais le paradoxe, c'est que dans le même temps, nous constatons que d'autres pays s'organisent un peu mieux. Absolument. Non, je conviens avec vous. Je conviens avec vous que d'autres pays s'en sortent mieux. Comme l'a dit monsieur Guy Rodrigue il y a quelques instants, la crise a été évoquée il y a déjà plusieurs mois de cela. Qu'ont-ils fait, ces gouvernants congolais, pour affronter cette crise et pour la juguler? Un adage populaire dit que c'est au pied du mur qu'on découvre le vrai maçon. C'est au pied du mur qu'on attend le maçon, qu'on le découvre et qu'on évalue son travail ou sa compétence. Le pays ne sortira jamais de la crise à coup de discours qui consistent à apeurer les populations ou à leur faire avaler cette pilule amère qu'on a soi-même fabriquée, pendant que soi-même on est en train de se délecter du lait et du miel en pilat. Ce n'est pas en multipliant ces discours que la crise sera jugulée. Quelles sont les actions de ce gouvernement? J'ai écouté ce discours du 31 décembre. Il n'y a pas une seule, alors pas la moindre perspective d'action concrète sur le plan économique afin de lutter contre la fameuse crise. Cette crise est identifiée. C'est la crise des cours d'une matière première bien connue, le pétrole. Pourquoi, après 32 ans de gestion du pays, j'ai suivi un journaliste de Télé Congo, alias Télé Foufou, c'est pas moi qui ai donné ce nom, dire que M. Denis Sassou Nguesso connaissait le Congo comme sa maison. C'est une vérité. Qu'est-ce que ce leader qui connaît le pays comme sa maison a-t-il prévu comme mesure pour lutter contre la crise qui est consécutive de la baisse vertigineuse des cours du pétrole sur le marché mondial? Ça, c'est la grande question. La réponse est rien. Rien et rien. Il n'a rien prévu. Le gouvernement Mwamba n'a rien prévu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Congo ne sortira jamais de la crise si on n'a pas réfléchi sur les moyens d'en sortir. Or, notre pays dispose d'un potentiel économique que beaucoup de nos voisins d'Afrique centrale n'ont pas. C'est-à-dire que notre pays aujourd'hui ne parlerait pas de crise si ceux qui sont aux affaires avaient su comment développer une économie. Une économie ne se développe pas à coup de discours, encore moins à coup de séminaires. On dépense énormément d'argent à Brazzaville pour organiser des séminaires. Les mêmes choses que nous avons vécues dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Nous sommes sortis du Congo à cause de ces mêmes choses. Depuis là où nous sommes, nous les vivons à distance. C'est les mêmes séminaires chaque semaine et qui n'apportent rien. Non, chers amis, le pays a du potentiel. Il faut à notre pays une nouvelle classe de gestionnaires. Des gens compétents, des gens qui savent comment créer une économie qui fonctionne et qui fonctionne pour créer de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, ceux qui gouvernent le Congo ou qui l'ont toujours gouverné ont créé une économie de rente basée sur la récolte et la vente du pétrole. Alors Flavie, ce dont on a besoin, M. Jean Lewis, et chers téléspectateurs, ce n'est plus d'une économie de rente, mais d'une économie qui crée de la richesse. C'est-à-dire qu'il faut oublier le pétrole. Si hier le budget du Congo était à 80% financé par le pétrole, il faut arriver à un budget qui sera financé à 15% seulement par le pétrole. Et que les 85% soient financés par des ressources venant d'autres secteurs. Pourquoi on ne nous parle pas du bois? Et pourtant, chaque jour, il y a des millions de mètres cubes de bois qui sortent des forêts congolaises pour aller sur Pointe-Noire et être évacués à l'étranger. Ce bois qu'on aurait pu transformer sur place au Congo pour développer des industries connexes autour de l'exploitation du bois. On n'arrive pas à le faire. Nous avons un secteur tertiaire
qui dispose d'un potentiel qui n'a jamais été exploité jusqu'à aujourd'hui. J'ai suivi dans les analyses des journalistes de Télé Congo, alias Télé Foufou, que la population aurait rejeté un ancien plan qui parlait, je crois, de la souscription des Congolais à l'IRPP, impôt sur les revenus des personnes physiques. Mais là encore, ça a été une blague. Monsieur Jean Lewis, vous êtes aux USA comme moi. Vous savez que dans ce pays, il y a des États qui ne vivent que des impôts. Je vais prendre l'exemple de l'État du Colorado, mon État. Nous n'avons pas de grandes industries comme dans votre État de l'Illinois. Nous n'exploitons plus le pétrole comme avant. Il y a à peine quelques petits puits qui résistent encore dans l'extrême nord de l'État du Colorado. Nous n'exploitons plus l'or comme avant. Aujourd'hui, l'État du Colorado n'est pas un État endetté. C'est un État qui fonctionne correctement. Le gouvernement de cet État paye ses fonctionnaires et assure à sa population tous les services publics dont elle a besoin. Mais où trouve-t-il ces moyens? Le gouvernement de l'État du Colorado. C'est dans la fiscalité. C'est dans la fiscalité tout simplement. Chaque citoyen américain ou chaque résident de l'État du Colorado qui travaille paye ses impôts régulièrement. L'État récolte ses impôts et les gère de façon orthodoxe. Chaque entreprise installée dans cet État paye les impôts que l'État collecte et gère de façon efficiente. Et ça fait vivre un État. Pourquoi cela n'est-il pas possible au Congo? C'est simplement parce que ceux qui gèrent le pays ne connaissent pas ce que c'est que l'orthodoxie dans la gestion financière, ne savent pas ce que c'est que la rigueur dans la gestion et ne savent pas comment capter les revenus dont un État a besoin pour fonctionner. Comme l'a dit notre frère, ils se sont assis sur le pétrole, sur les recettes du pétrole, ils dorment, ils ne font plus de réflexions, ils ne sont plus inventifs, ils ne peuvent rien inventer, ils sont sclérosés et se contentent de bouffer la manne du pétrole qui tombe du ciel, comme à l'époque de Moïse où la manne tombait du ciel pour nourrir le peuple d'Israël. Mais nous ne sommes plus à l'époque de la manne. Donc il faut une nouvelle classe de dirigeants capable de créer une économie qui crée de la richesse. Oui. Et pour compléter le propos de M. Je vous rappelle qu'il nous reste 10 minutes. Là. Voilà. On peut se demander aujourd'hui quelle est la place du paysan congolais aujourd'hui dans notre pays. Autrefois, il existait le CV. Est-ce qu'on parle encore de l'ECV? Autrefois, on parlait de coopératives de nos régions. Est-ce qu'on en parle encore? Quid aujourd'hui de l'exode rural dans notre pays? Il y a beaucoup de jeunes à Pointe-Noire, il y a beaucoup de jeunes à Brazzaville. Qu'est-ce qu'ils font dans ces villes-là? Aujourd'hui, un manioc à Brazzaville, ça coûte bien manger à Brazzaville, il faut avoir au moins 5 000 francs. Mais c'est énorme. Et le manioc, un produit chez nous, il faut avoir au moins 1 000 francs pour avoir un petit manioc. Quelle est la place de la formation des jeunes dans notre pays? Quelle est où nous en sommes aujourd'hui avec la bancarisation? Parce qu'il y a 3 ans, on nous parlait de la bancarisation. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Est-ce qu'on en parle encore? Non. Et encore, que disent les statistiques congolais? Ceux qui payent les impôts au Congo, ce sont les entreprises établies et les fonctionnaires. Ouais, et tous les autres. Des gens au Congo, des médecins, des infirmiers, des gens qui travaillent dans les entreprises, les taximans qui ne payent pas des impôts, alors qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent que les fonctionnaires. Et tout ça parce que le Congo ne tient pas ses statistiques. On ne connaît pas où vivent les Congolais, que font les Congolais, que gagnent les Congolais, et tout ça parce que dans notre pays, le recensement est tout simplement lié à une élection, soit présidentielle ou à une élection. Donc, on doit gérer notre pays, mais pour cela, il faut faire partir le système Sassou, étudier, comprendre ce qu'est notre pays pour qu'un jour ou l'autre, on ne compte plus sur le pétrole, mais qu'on sorte de cette idée que non, mais que l'argent, la main dont parlait M. Florian, que l'argent ne nous tombe pas du ciel, mais que c'est par le travail
qu'on développe un pays. Et développer un pays par le travail, ça va passer par la formation des jeunes, par notre école, par des banques d'investissement, par la revalorisation de nos villages, de nos régions. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de nos régions. Oui, quand on parle des régions, on parle de la région de Poule, où on fait la guerre. Mais à part ça, est-ce qu'on parle de... En Europe, ici, on le voit. On peut aller dans un magasin, je n'ai jamais vu un igname de Gamboma. Qu'est-ce que je vois comme igname? C'est les ignames du Pérou. Alors, on a des bons produits chez nous. Les tubercules, ils viennent d'où? Du Cameroun. La banane, elle vient d'où? De la Martinique, du Cameroun. Mais où sont les produits congolais sur le marché mondial? On n'existe plus. Comme le disait Jean-Marie Michel Mokoko, le Congo n'existe plus sur la scène africaine ni sur la scène mondiale. Donc, les Congolais doivent comprendre qu'aujourd'hui, notre combat, notre seul et unique combat, c'est le départ du système Sassou pour reconquérir notre pays et nous mettre ensemble, tous ensemble, pour travailler pour le développement de notre pays. Sinon, sans ça, qu'on continue à nous distraire aujourd'hui avec le tribalisme, toutes ces choses-là. Moi, quand je vois des cadres qui sont exilés en Europe, aux États-Unis, qui sont prêts à repartir au pays pour aller travailler, valoriser le pays, mais qui ne rentrent pas tout simplement parce qu'il y a le système Sassou qui est là, qui ferme la porte du Congo aux Congolais, qui sont partout, même ceux qui sont à l'extérieur. Et aujourd'hui, on le voit. Qui veut construire aujourd'hui? Mais voilà, Guy, donc votre propos me permet de relativiser l'intervention de Flavier. Flavier, nous n'allons pas quand même faire table rase de tous les cadres qui sont là. Les séminaires participent justement de la remise à jour des connaissances. Donc, il faut regarder le potentiel qui existe et qui permettra certainement à l'opposition. Oui, mais M. John Lewis, il y a eu un séminaire il y a quelques années sur la bancarisation. Oui, bon, nous avons arrivé. Non, monsieur Lewis. Je suis pas contre les séminaires qui sont organisés. Oui. Non. Mais mon analyse et ma conclusion se justifient par le fait que en quelques secondes, des décennies de séminaires n'ont rien apporté à notre pays. Hein? Je pense qu'il faut imaginer d'autres solutions. Alors, nous disons que c'est le système dans lequel ces cadres évoluent et qui n'est pas propice à l'éclosion de la pensée, à l'initiative. Tout à fait. Alors, donc, quand vous aurez le pouvoir, vous allez créer les conditions de tout cela, j'espère. Alors, Aristide Mobébissi. Absolument. Oui, mais c'est d'ailleurs ça le rôle d'un État. Voilà, Aristide est revenu. Le rôle d'un État n'est pas de faire de l'économie. Le rôle d'un État est de créer un environnement, un cadre propice à l'éclosion des initiatives économiques, à l'éclosion des entreprises pour générer de la richesse à la nation. Or, dans nos pays, c'est l'État qui veut à lui seul tout faire. C'est l'État qui veut diversifier l'économie, alors que s'ils peuvent créer un système ouvert, libre, instaurer une économie de libre marché, vous verrez qu'il y a des Congolais qui pétrissent de talent dans les pays étrangers qui pourront descendre au pays, aller développer des secteurs auxquels l'État n'a jamais touché. Et c'est ça la diversification de l'économie. Monsieur John Lewis, c'est ce que nous avons proposé. Est-ce qu'on peut donner la parole à Aristide parce qu'on va bientôt terminer? Oui, mais avant de le passer à monsieur, mais simplement pour aller dans le sens de monsieur Flavien, ce qu'il a dit, la diversification de l'économie, faire rentrer les Congolais, c'est ce qu'a proposé monsieur Jean-Marie Michel Mokoko lors de la campagne électorale passée. Alors Aristide Mobébissi, vous avez raté une bonne partie de ce débat. C'est bien que vous soyez revenu. Alors, une réflexion générale sur l'économie. Quelles sont pour vous les conditions générales qui permettent à cette économie d'éclore? Donc, de rivaliser, par exemple, celle du Rwanda, celle de la Guinée-Malabo, celle du Sénégal. Vous parliez l'autre jour, Aristide, du président Macky Sall qui aurait inauguré je ne sais exactement quoi. Alors, est-ce que vous pensez que à ce stade actuel, les conditions générales de politique, sociale et autres permettent justement au pays de décoller? Bon, pour l'instant, le pays ne peut pas décoller. Et il ne décollera jamais. Il va décoller comment? Sur quelle base? Et alors? Quand tout le monde, ils sont focalisés sur le pétrole.
Ils ont basé leur économie sur le pétrole. Comme moi, à l'époque, avec M. Évrard Nango, nous sommes allés au Danemark réfléchir, voir comment est-ce que les Danois ils vivent sans le pétrole. Ou quand ils parlaient de l'après-pétrole, on nous prenait pour des charlatans. Le Congolais ou le Congo a basé tout et pour tout sur le pétrole. Quand le pétrole était à 150 $, mais il flambait. Ils venaient en Europe, ici en France, acheter des maisons, faire ceci, faire cela. On parlait déjà à l'époque, il y a 30 ans en arrière, de la Ils distribuaient même l'argent aux Congolais vivant en Europe. Ils distribuaient même l'argent. Ils avaient 4, 15, ils avaient 4, 5, 7 maîtresses. Mais aujourd'hui, ces maîtresses-là qui vivaient dans l'opulence, qui vivaient aux frais généraux de l'État, de leur mari qui était à Brazzaville, ils sont devenus à la portée de tout le monde aujourd'hui. Ça, tout le monde le sait ici à Paris. C'est plus un secret. On ne peut pas diversifier l'économie en se basant que sur le pétrole. Mais, M. Denis Sassou Nguesso, je vous ai dit ça au début. En 1987, il disait l'agriculture, priorité de priorité. L'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Là, il parle de l'agriculture. Là, à cette époque-là, il était communiste. Il s'inspirait de Mao. Le résultat, il est où aujourd'hui? Agri-Congo, ainsi de suite là. Le résultat est où? Zéro. Zéro, quand je dis zéro, mais alors zéro. Donc, on ne peut pas commencer à diversifier l'économie maintenant. Ici, en Europe, il y a ce qu'on appelle des projets. Je pense qu'un projet, peut-être chez eux, c'est un gros mot. Il faut avoir des grands projets. Comme l'a dit mon frère Flavier, déjà, faciliter aux Congolais qui sont à l'étranger de ramener leurs tracteurs ou je ne sais pas, les machines ou les engrais sans pourtant qu'ils puissent payer la douane. Voilà des mesures pour inciter les gens à aller produire au Congo-Brazzaville. C'est pas parce que quand tu ramènes ton tracteur pour aller cultiver je ne sais où, à Mati ou je ne sais où, il faut donner 10%, je ne sais pas, au fils de Sassou, à son oncle, à son neveu, je ne sais pas. Non. Le secteur de l'agriculture, par exemple, réservez-le à la diaspora, vu qu'ils en ont les compétences. Voilà. Ça, c'est déjà un bon point. Comme disait mon frère Guy tout à l'heure, quand je vais dans des centres commerciaux ici, là, au Choc Carrefour, il n'y a pas l'igname de Gamboma, pomme de terre de Djambala, ça n'existe pas. Comment s'appelle, l'arachide de Mouyondi, ou je ne sais où, ça n'existe pas. On doit avoir le président ou M. Denis Sassou Nguesso doit diversifier son économie. C'est pas lui qui doit le faire. Comme il a demandé dernièrement, oui, chaque ministre doit avoir un champ ou je ne sais pas, des élevages. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut créer des mesures, des textes de loi qui favoriseraient la diversification de l'économie. C'est pas un ministre d'avoir un champ ou je sais pas, à élever, je sais pas, 2, 3 poules chez lui dans sa basse-cour. Et puis voilà, c'est ça. Mais déjà, lui, c'est 5000 têtes qui se vantent partout. Il a 5000 têtes à Oyo, il a ceci. Qu'est-ce qu'il en fait? Le pays... Quand est-ce que les Congolais vont manger cette viande-là en provenance de Oyo? Quand est-ce que les Congolais vont manger cette viande? Quand est-ce que les Congolais vont manger cette viande? Vu que c'est dit le père de la nation, mais qui prennent ne fût-ce que 3000. Là, les fêtes viennent de passer, là. Il devait prendre 3000 bœufs. Il va en donner 2000 seulement. Mais c'est pas grave. Il prend 3000, il donne à la population. Il arrive, par exemple, le rond-point de Mungali. Bon, ici, on laisse 100. À Pointe-Noire, à tel rond-point, on laisse 100. Celle ou celui qui n'a pas de quoi manger, on découpe un petit morceau. Il va fêter la fête avec. Voilà les grands gestes qu'il doit faire. C'est pas on nous pouler les oreilles avec des discours. Alors, nous allons terminer sur ce point avec vous. Donc, je donnerai à Guy Rodrigue, qui est un homme politique, me semble-t-il, la possibilité de conclure. Alors, Flavier, nous terminons sur l'actualité, notamment au niveau de la diaspora, avec au niveau de la famille présidentielle, notamment du clan de M. Denis Sassou Nguesso, des langues qui se délient, notamment ce jeune homme qui est en train de faire des vidéos et qui a juré foudroyer le régime à travers certaines preuves accablantes qu'il détient dans son téléphone portable. Alors, Flavie, la question c'est la suivante. Est-ce que, penses-tu que ce régime s'en irait à la suite d'une implosion? C'est-à-dire, est-ce que votre stratégie maintenant est de déconstruire le système de l'intérieur, étant donné que de l'extérieur, vous avez montré vos limites, notamment l'opposition? Bien, merci pour cette question. Déjà, je ne suis pas représentant de l'opposition sur ce plateau. Je suis un citoyen libre qui observe la chose politique et qui donne des avis, simplement. Je ne sais pas si l'opposition a échoué, mais je pense qu'elle a encore peut-être de bonnes cartouches dans sa gibecière, qu'elle utilise les unes après les autres, et chacune ayant ses effets. Et donc,
Ce que je peux dire à ce sujet précis est que c'est une très bonne chose que certains membres du clan Sassou puissent sortir comme ça, en public, puissent délier leur langue et puissent s'exprimer librement pour apprendre au commun de mortels un certain nombre de choses que nous ne connaissons pas, qui se passent à l'intérieur de ce système. C'est une chose formidable qu'il faut encourager. Il faut même encourager d'autres compatriotes de suivre l'exemple de ce frère qui est en France et qui est en train de faire des révélations. Ce n'est que positif pour le pays. Ça, c'est mon avis. Et je suis convaincu aussi qu'un système qui a verrouillé le pays, comme celui de M. Sassou, pour le défaire, ce n'est pas facile depuis l'extérieur. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes emmené à parler de l'échec de l'opposition qui est à l'étranger. Elle est loin du pays, elle ne peut pas facilement défaire le système de Brazzaville. Vous voyez, c'est ceux qui sont à l'intérieur du pays qui, au fur et à mesure qu'ils prennent conscience, poseront des actes susceptibles de déconstruire les verrous de ce système, susceptibles de l'affaiblir et de l'amener certainement à un écroulement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou les prochaines années. Ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui, ce que vous avez présenté là, c'est une chose, je veux dire, c'est un paramètre parmi tant d'autres qui peuvent concourir à l'affaiblissement du système de Mpila et demain à son écroulement. Mais je peux vous dire une chose, je ne suis pas prophète, mais tel que les choses sont parties avec la crise actuelle et connaissant l'immobilisme de ce régime, si cette crise perdure et qu'ils ne parviennent pas à s'en sortir, nous risquerons de vivre même peut-être des coups d'État à l'intérieur même du système. Certaines informations font état de ce que M. Sassou aurait commencé à perquisitionner les domiciles de certains de ses lieutenants, de certains membres de son entourage. Pourquoi le fait-il? Parce qu'il est maintenant conscient et convaincu que ces hommes-là ont pillé les richesses du pays à un degré inacceptable. Une information ferait état de ce que, lors de son voyage en Chine, le tyran du Congo se serait fait, je vais dire, repartir presque sans l'argent qu'il était parti demander aux Chinois, les prêts qu'il était parti demander aux Chinois. Et l'argument évoqué disait que M. Bouya, son fils Kiki et M. qui gère la compagnie du pétrole là, à eux trois réunis, auraient une richesse supérieure au prêt que l'État congolais était parti demander aux Chinois. Donc les Chinois se demandaient comment un État peut venir demander un tel montant d'argent en prêt alors que 2 éléments seulement ou 3 éléments seulement de ce même État, de ce même système, disposent à eux seuls de plus d'argent que ce montant. Et une fois de retour de Chine, M. Sassou a commencé à perquisitionner les Jean-Richard Itois, je pense, ou les Bouya et autres, à la recherche de cet argent. Comprenez que le système vit une crise déjà interne. Et ce n'est qu'une bonne chose pour les perspectives de libération du pays. Si ces crises internes peuvent se transformer en véritable volcan et exploser un jour, peut-être que ça servirait à la libération du pays parce qu'aujourd'hui, personne n'a les moyens peut-être militaires adéquats pour se défaire de ce système-là. Voilà ce que je pouvais dire. À vous, Aristide Mobebisi, est-ce que vous pensez que Jacques Okoya, je crois que vous le connaissez, il est de Wenze comme vous, est-ce que vous pensez qu'il fait trembler et qu'il est en mesure de faire changer la donne? Bon, moi, Jacques Okoya, je l'ai eu, personnellement, je ne le connais pas.
parce que j'ai quitté le Congo, ça fait plusieurs décennies, je ne le connais pas. Mais je l'ai eu au téléphone avec le combattant Waga Akele. Waga Akele, c'est quelqu'un que je discute bien avec lui. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, bon, là, je suis en déplacement, je ne suis pas à Paris, je suis à 800 km de Paris par là. Il m'a dit, il fallait qu'on fasse une émission, je crois, au courant de la semaine. Il a des révélations fracassantes à faire. Bon, Jacques Sekouya, c'est un enfant du système. Né, grandi dans le système, fabriqué, façonné par ce système. Si aujourd'hui c'est démarqué, il fait des révélations choquantes. C'est à M. Denis Sassou Nguesso, il doit se rendre compte que le navire est en train de prendre de l'eau. Le navire est en train de prendre de l'eau. Au moment où nous parlons là, au journal de 20h de France 2, il y a le dossier de Bien Malaki, on l'a évoqué. On doit poursuivre M. Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, là, à 20h à Paris. Donc, ce que je tiens juste à signaler à tous ceux qui participent à ce système, au pillage du Congo-Brazzaville, ils ne seront pas impunis. Parce qu'aujourd'hui, le pays ne va pas, le pays n'avance pas à cause d'une catégorie de personnes qui ont pris le pays en otage. Ils ont pris la population en otage. Eux, ils pillent, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils font des fêtes ici à beaucoup de millions d'euros. Du moment où la population crève, vit au-dessus du seuil de la pauvreté. Donc, c'était ça, moment de la fin. Je demande juste à John Lewis, merci encore une fois de plus pour votre invitation. Je resterai toujours là, au cas où vous m'appelez. Ça ne me dérangerait pas de répondre sur votre radio. Il n'y a pas de problème. Alors, à vous, Guy, je vous donne donc la possibilité de conclure cette émission. Guy, loin de moi l'idée de vous faire dévoiler vos stratégies, est-ce que vous pensez que cette lutte avance et parlons du dialogue, cette idée semble être rejetée déjà à votre niveau, dans la mesure où les termes du dialogue ne sont pas connus et l'opposition sur place n'est plus de mèche avec vous. Quel est l'état de la lutte à ce jour? L'état de la lutte, actuellement, les gens, nous sommes dans un combat de positionnement parce que nous n'oublions pas que bientôt, veulent ou doivent se dérouler au Congo les élections législatives. Donc, les gens se positionnent plus ou moins. Ils veulent parfois, pour certains, passer à autre chose. Dire tout simplement que non, que Sassou, c'est le président du Congo, donc allons seulement vers les élections législatives. Et puis, bon, voilà. Mais moi, je sais une seule chose. Depuis des décennies au Congo, il n'y a jamais eu des élections libres et justes, à part celle de 1992. Tant qu'on aura Sassou au pouvoir, le ministre de l'Intérieur actuel, le président de la commission électorale actuelle, jamais on aura des élections. Donc, tous ceux qui pensent qu'aller aux élections législatives, c'est donner la possibilité à l'opposition de se refaire une santé, c'est un mensonge. La meilleure chose que Sassou puisse faire pour le pays, c'est appeler à un dialogue inclusif et que de là sortiront les décisions pour le lendemain. Comme ce qui se passe, on voit bien ce qui se passe à Kinshasa, de l'autre côté seulement du fleuve. Ils sont en train de chercher des voies et moyens pour sortir le pays de la crise. Donc, le Congo, dans la situation dans laquelle nous sommes, doit se retrouver, comme on dit autour du Mbongi, palabrer, et de là, comme avec l'esprit de la conférence nationale, se réunir, se parler avec ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont à l'opposition, et que ce dialogue inclusif décide de la libération de tous les prisonniers politiques, parce que moi, je ne suis pas convaincu aujourd'hui que ça sert à quelque chose, que Paul Makaya soit en prison, que les gens Gwabi soient en prison, que Jean-Marie Michel Mokoko soit en prison, ça ne sert à rien pour le Congo. C'est le Congo tout entier qui est en train de perdre. Je ne crois pas que l'exil des intellectuels congolais soit au bénéfice du Congo. Non. Le Congo doit se retrouver, le Congo doit se parler avec lui-même, peu importe ce qui s'est passé, peu importe la présence de Jean-Marie Michel Mokoko. De toutes les façons, Jean-Marie Michel Mokoko, en rentrant à Brazzaville, il rentrait pour révéler à la face du monde ce qu'était le pouvoir congolais. Il l'a démontré aujourd'hui que Sassou, depuis des années, il a toujours triché. Et le 20 mars dernier, il a triché honteusement devant les gens. Jean-Marie Michel Mokoko a dit « Je ne reconnaîtrai jamais les résultats de l'élection présidentielle du 20 mars ». Et il continue à le faire, il continuera à le faire tant qu'on n'aura pas un dialogue inclusif entre Congolais pour se parler entre nous
et de là sortira le Congo de demain. Voilà. Voilà, merci donc d'avoir accepté cette invitation. À vous donc, Serge Flavier, depuis le Colorado, Guy Rodrigue en France, Aristide Mobébissi et moi-même. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. C'est moi qui vous remercie, M. Jean Lewis, pour cette invitation. Merci. Et aussi merci aux compatriotes qui ont débattu avec nous autour de cette. Ouais, merci Flavier, merci Guy Rodrigue, merci. Et on vous souhaite bien de choses là-bas. Bonne année à vous. Bonne Ciao. Courage à Mobébissi.